il est vraiment détestable. Pour le coup, je pense que c'est l'ex que je regrette le plus d'avoir fréquenté. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est jeudi, c'est rare que je commence à vlogger aussi tard, mais j'ai fait une petite indigestion YouTube la semaine dernière parce que je vous ai fait ma vidéo Hyrox que j'ai trop kiffé faire. J'avais fait une longue vidéo de 50 minutes, vraiment j'avais régalé quoi. J'avais vraiment régalé et pour la première fois de ma vie j'ai eu des gros problèmes au montage, genre vraiment des gros problèmes. Des fichiers corrompus, ça faisait bugger tout mon PC, genre vraiment l'enfer sur terre. C'était ça. J'ai fait une micro-pause YouTube de 2 jours, mardi, mercredi. Et je me suis dit bon, on fera ça plus tard. Parce que vous savez que le montage c'est quand même une activité spécialement ingrate. Hein. C'est super dur le montage, c'est très long. Vous avez l'impression de voir une vidéo, voilà, c'est fluide et tout. Mais derrière, il y a vraiment des heures de travail. Vraiment, je confirme. Donc me revoilà. Après un burn-out de montage d'environ 2 jours suite à ma dernière vidéo. Donc on est jeudi et la rentrée c'est lundi. Et comme vous savez, j'ai une rentrée du démon. Genre vraiment, il y a des jours fériés. Avec le jour férié, c'est-à-dire que j'ai 3 ou 4 heures de cours qui sautent le jeudi. Je pense que je suis quand même à plus de 18 heures de cours. Même avec un jour férié. Donc je suis à 18 heures de cours sur 4 jours. Donc autant vous dire que la rentrée va être extrêmement sportive. Je vais vous mettre à l'écran rien que ma journée du lundi. Je peux aussi vous mettre ma journée du mardi, 9-18. Donc rien que ça, j'avoue que je suis pas pressée. Mais bon, au moins, ça me permettra de m'occuper jusqu'à l'admissibilité. Plus le temps passe, moins j'y crois, mais bon. Écoutez, maintenant les dés sont joués. Hein. S'il vous plaît, par contre, des fois les résultats du CAPEST sortent bien avant l'heure. Par exemple, ils annoncent 15 h et les résultats sortent à 10 h. Venez pas m'envoyer un message pour me dire tu es admissible ou tu l'es pas, s'il vous plaît. J'aimerais le voir par moi-même et surtout pas de message comme tu n'es pas admissible. Enfin, désolé ma belle, c'est gentil, mais n'allez pas regarder pour moi. Je pense que c'est un moment de moi à moi. Évidemment, je vous l'annoncerai. Enfin, je suis la meuf, je mets une story par seconde, donc vous inquiétez pas que si je suis admissible ou si je le suis pas. Enfin, si je le suis pas et que je mets pas de story, c'est que j'ai envie d'être tranquille parce que ça va être dur à avaler et si je le suis mais vous serez les premiers au courant, enfin il y aura moins de 3 secondes avant que je mette une story ou quoi que ce soit quoi. Donc venez pas me dire les résultats sortent avant, à la rigueur dites-moi les résultats sont sortis, mais venez pas me dire mon résultat, enfin vraiment s'il vous plaît, laissez-moi ce moment parce que voilà, bon l'année dernière on me l'a pas dit, on m'a juste dit que les résultats étaient sortis mais on me l'a pas dit, mais là vu que cette année il y a plus de gens ici, donc plus de gens qui comme moi attendent leurs résultats, ne me le dites pas quoi. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu ma phobie que quelqu'un me dise oh désolé ma belle tu n'es pas admissible, que j'ouvre Instagram et que je vois ça et je suis en mode j'ai même pas eu le temps de regarder. Ou même qu'on me dise que je suis admissible, genre j'ai envie d'avoir mon moment à chercher mon nom dans la grille quoi. Donc là je vais me faire une petite routine skincare, mais comment je peux être aussi blanche? C'est une dinguerie quand même hein. Bon c'est la crème mais je suis vraiment très blanche hein. Et je vais aller au musée Jacques Marandré. Je me suis chauffée, je me suis dit que même si j'ai énormément de travail, non mais les gars je suis à peine à la moitié de mes copies de bac blanc. Pourtant Dieu sait que je corrige 3-4 heures par jour hein. Je suis à peine à la moitié de mes copies de bac blanc, c'est un enfer. Vraiment c'est un enfer. Je pensais pas que ce serait aussi long. Vraiment je ne pensais vraiment pas que ce serait aussi long. Mais je vais corriger cet après, mais je me suis dit en fait il y a vraiment un truc où je me dis ok tu travailles Laura, et d'ailleurs j'ai travaillé presque tous les jours pendant les vacances, honnêtement j'ai corrigé des copies presque tous les jours. Même le jour de l'Hyrox j'ai corrigé des copies avant etc. Il y a peut-être 1 ou 2 jours où j'ai rien fait pour le taf, mais sinon j'ai travaillé vraiment tous les jours 3-4 heures. Je leur ai fait une copie entière de correction, c'est-à-dire une dissertation entière sur le sujet puis-je ne pas savoir ce que je fais. Voilà j'ai fait ça, déjà c'est long. Là que j'ai corrigé 50 copies de bac blanc, vraiment hein, je leur fais des retours poussés etc. J'espère vraiment qu'ils vont les prendre en compte. Et donc là il me reste 4 jours pour monter une vidéo, faire des cours pour la rentrée parce qu'évidemment je n'ai pas de cours pour la rentrée. Je compte sur les jours fériés. Alors vous savez si j'ai autant d'heures en si peu de jours avec des jours fériés, c'est parce que j'ai un remplacement en français avec des 4e, mais ça par contre la prof que je remplace m'a déjà tout donné, ça c'est nickel. Donc j'ai 4 jours pour finir mes copies, faire des cours, au moins finir mon cours sur la technique là. Mais bon, déjà à la rentrée je vais avoir quelques heures, enfin 1 ou 2 heures de correction de bac blanc. Je vais vraiment prendre le temps de corriger le bac blanc avec eux parce que c'était strictement une catastrophe les bacs blancs que j'ai corrigés. Genre vraiment je pense que j'ai... Dans le lot je dois avoir 20 copies convenables sur 90, le reste c'est une catastrophe. Ils ont pas pris l'exercice au sérieux en fait et ça m'a... Vraiment la correction de copies ça m'a vraiment énervé parce qu'il y a vraiment un nombre de copies bâclées. Genre des copies sans aucun auteur, des copies qui répondent pas au sujet, des copies de moins de 4 pages. C'est pas possible au bout d'un moment. C'est pas possible. C'est une catastrophe. Vraiment, je suis sidérée. Évidemment moi je leur ai donné des DM et je continue
continue de penser que les DM c'est pédagogiquement intéressant en philosophie. Vraiment, je continue de le penser. Il y a plein de gens qui me disent que non et que c'est du travail, temps de travail absolument gâché. Alors je vous avoue que les corriger les DM c'est chiant, comme les bacs blancs, enfin corriger des copies c'est chiant. Peut-être que je vais changer d'avis dans quelques temps. Et je continue de croire que les DM c'est pédagogiquement intéressant parce que vraiment il y en a qui les font sérieusement et il y en a qui comprennent et assimilent la méthode en faisant les DM, et je pense que si tu fais pas de DM, ils font pas assez de dissertation et d'explication complète. Moi je sais que par DM, ils ont fait une disserte et une explication de texte en plus des bacs blancs, donc 3 bacs blancs, disserte et une explication de texte. Donc déjà quand même ça rajoute un peu de pratique. Alors même si sur les DM tu mets des petits coefs, évidemment, hein, parce qu'ils vont chercher sur internet, etc. Mais même s'ils vont chercher sur internet, je suis convaincue que en fait ça leur permet d'assimiler la méthode. C'est-à-dire que même s'ils vont chercher sur internet, ils sont obligés de réfléchir au sujet, ils sont obligés de respecter la méthode précise que je leur donne, de formuler des arguments avant de faire intervenir des auteurs, de bien problématiser, etc. Donc je suis certaine, enfin je pense, je leur demanderai hein, de manière à la fin de l'année, que ça les fait quand même progresser, même s'ils se rendent pas compte, ça les fait quand même progresser, ça les fait quand même appréhender des sujets de philo, et voir aussi qu'ils sont capables d'y répondre, même si c'est avec de l'aide extérieure, voir qu'ils sont capables d'y répondre. Pratiquer quand même à la maison, ça démystifie l'exercice. Vous voyez, c'est comme moi quand je fais des oraux blancs. Oui, je les fais à la maison, oui, j'ai des ressources extérieures, oui, si je comprends pas le texte, je peux demander à un tel de m'éclairer, etc. Mais ça me fait quand même pratiquer l'exercice, c'est-à-dire que ça démystifie l'exercice pour le jour de l'oral, pour le jour de l'écrit, du concours. Donc je pense quand même que ça a ses vertus, quoi. De toute manière, j'ai pas trop le choix. Qu'est-ce que je fais? Je pars du principe que les DM ça sert à rien parce que ça m'arrange bien de pas les corriger. Je les laisse faire que 3 dissertations ou 3 explications de texte dans l'année. C'est ridicule. Enfin, les gens qui me disent moi, les DM ça sert à rien, bah, vous avez le droit de penser que ça sert à rien, mais je pense que c'est tout à mon honneur d'en faire quand même, quoi. C'est quand même des corrections en plus, etc. Alors peut-être que d'ici là, dans quelques temps, je renoncerai parce que je vais constater que vraiment, ça n'a aucune utilité pédagogique. Mais pour l'instant, je pense quand même, en tout cas, que pour certains élèves, ça leur permet au moins d'acquérir la méthode, en fait. Vraiment, au moins d'acquérir la méthode et de retirer des choses de ces travaux à la maison. Mais vraiment, je suis sidérée parce que je leur ai fait des contrôles de connaissances, 2, donc pour vérifier qu'ils apprennent le cours. Des DM, ils ont fait des introductions, plusieurs, à la maison, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Bah ils ont déjà fait un bac blanc, enfin on a fait plein de trucs. Mes cours je les fais sous forme de dissertation, donc en fait ils ont à peu près juste à agir par mimétisme. Et vraiment les bacs blancs mais sont pas bons en fait hein. Vraiment c'est vraiment pas bon. Avant le bac blanc j'aurais dit mais vous inquiétez pas, pour que je vous mette en dessous de la moyenne, faut vraiment que ce soit pas bon, que vous soyez totalement trompé sur le sujet, que vous ayez pas fait 3 parties, que vraiment vous respectiez aucun point de la méthodologie pour que vraiment je descende en dessous de la moyenne. Et j'étais convaincue de mon propos quoi, j'étais vraiment convaincue de ce que je disais. Je me suis vraiment dit mais ah oui, enfin je vais pas descendre en dessous de la moyenne comme ça, enfin je suis pas quelqu'un qui note sévère. Ah bah NDR, ah bah j'ai des moyennes de bac blanc à 10 sur 20 à peu près, donc j'ai mis beaucoup de notes en dessous de la moyenne, à contre-cœur, hein. Vraiment un immense contre-cœur, mais au bout d'un moment je peux pas laisser croire que ça va passer quoi. Si tu me fais ça le jour du bac, tu auras inévitablement une mauvaise note, donc je peux pas te mentir, enfin c'est impossible, je vais pas gonfler les notes artificiellement pour faire plaisir aux élèves, à machin, un truc. Donc voilà, c'est un déchirement d'enchaîner les notes en dessous de la moyenne, etc. Les bacs blancs sont mauvais, et j'ai discuté avec d'autres profs de philo qui me confirment que eux aussi ils ont des moyennes de bac blanc à 9, 10, etc. parce que c'est fondamentalement pas bon. Et c'est pas bon parce qu'il y a un manque de travail. Et donc je suis dégoûtée. C'est pas un manque de capacité honnêtement, c'est un manque de travail. Bon par contre ce qui est vrai, c'est que quand même il y a énormément d'élèves qui écrivent très mal. Ils écrivent très mal, et donc c'est très dur. Je sais parce que je suis pas la personne qui écrit le mieux hein, et qui a le meilleur vocabulaire, etc. Qu'on se mette d'accord. Et c'est très dur d'exprimer sa pensée quand on n'est pas capable de la formuler correctement. Et la philosophie c'est la science des idées, donc il s'agit d'exprimer des thèses, d'exprimer des concepts, etc., d'exprimer des idées en somme. Et donc pour les exprimer, il faut avoir un vocabulaire assez large, il faut être capable en fait aussi de se faire lire, et donc de faire des phrases correctes, d'utiliser la ponctuation, de pas faire 50 fautes d'orthographe par page. Et donc ça c'est le gros problème en fait. Hein. C'est le gros problème, c'est que même s'ils bossent, il y en a plein qui ont tellement de lacunes d'expression écrite qu'on comprend rien. On ne comprend rien. Voilà, j'apprends la véritable teneur du métier, mais bon c'est pas grave, hein. Y a rien de grave, hein, je vais m'en remettre. Hein. Ça m'embête pour eux, mais bon voilà, c'est le métier. Hein. Sinon, j'ai tellement de trucs à vous raconter. On a bien rigolé cette semaine ensemble sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Parce que franchement, on rigole. Là, avant les vacances, j'ai le temps de mettre des stories. Qu'est-ce qu'on rigole? Vous avez vu le retour d'un ex. J'ai encore un ex qui revient, mais je sais pas ce qui se passe en ce moment. En fait, ils me voient heureuse, ils me voient épanouie, ils se disent et si j'allais l'embêter? Et si j'allais lui pourrir la vie? Et si j'allais de nouveau l'humilier et lui faire perdre toute sa confiance en elle, alors qu'elle a mis des mois à la récupérer? Je pense vraiment que ces hommes me voient, enfin me stalkent sur internet ou quoi que ce soit. Ils voient, ils constatent que je suis heureuse, que j'ai eu ma meilleure vie, et ils se disent
Et si j'allais revenir pour lui dire que c'est une grosse merde et qu'elle sert à rien et que je sortirai jamais avec elle parce qu'elle est pas assez bien. Vraiment, je vois pas une autre solution. J'ai encore un ex qui a fait un comeback. Enfin, c'est pas vraiment un ex, lui, on s'est pas daté sur une durée conséquente. Mais en gros, vous allez dire j'ai 150 ex, mais pas du tout. C'est toujours les mêmes protagonistes qui viennent me faire chier. Vraiment, toujours les mêmes. Mais là, vous allez être trop fiers de moi. Je vous raconte l'histoire parce que j'ai un peu raconté sur Insta. C'était mardi soir, j'étais tranquillement en train de corriger mes copies. Et j'ouvre mon téléphone et je vois un ex qui me follow. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. En gros, ce mec là, c'est un mec quand même que j'ai vu plusieurs fois sur 3 ans. On se revoyait régulièrement tous les ans, mais pas longtemps parce qu'en fait on ne se supportait pas. Et surtout, c'est un mec mais tellement imbu de sa personne. Vraiment, je vais pas être méchante. C'est pas l'ex du démon d'ailleurs, vous m'avez dit oui c'est l'ex du démon et tout. Non, pas du tout, l'ex du démon, il a une meuf, il vit avec sa meuf. Et genre l'ex du démon pour le coup, genre s'il m'avait envoyé un message, je l'aurais pas affiché comme ça sur Insta parce que j'avoue que j'aurais process un peu. J'aurais pas fait des stories comme ça sur lui. Genre je le respecte plus parce que pour le coup, lui on a vraiment vécu une histoire et il m'a mis la misère. Il m'a mis la misère à plein d'égards, il m'a manqué de respect, mais je lui ai aussi mis la misère. Je dois avouer qu'il a fait preuve d'une immense patience à mon égard. Genre pour le coup, il aurait pu péter les plombs plus d'une fois. Genre même le fait que je parle de lui en vidéo et tout, il aurait pu dire mais tu arrêtes en fait, tu me lâches. Mais il m'a jamais rien dit. Et donc l'ex du démon a ses défauts, c'est un démon. Il a le défaut surtout de ne pas m'avoir aimé et de m'avoir jeté comme de la merde pour une autre. Mais même s'il m'a dit des trucs archi méchants, archi déplacés, vraiment, il m'a aussi dit des trucs. Franchement c'est pas pour le saucer parce que je m'en contrefous. Hein. Moi je suis ailleurs, j'ai de nouveaux projets. Il m'a apporté du positif ce mec là. Mais celui qui est revenu là, qu'on va appeler, comment on va l'appeler donc l'ex du démon, et lui comment on va l'appeler celui-là, celui qui vient de revenir. Je lui avais donné un surnom absolument horrible pendant des années donc je ne vais pas vous le dire mais je lui avais donné un surnom. Parce que c'est un mec tellement imbu de sa personne que je lui avais donné un surnom absolument terrible. Mais je vais pas vous le dire parce qu'il est trop hard ce surnom. On va l'appeler, l'ex en cabinet de conseil parce qu'il travaille en cabinet de conseil. Donc on va l'appeler l'ex en cabinet de conseil. Déjà rien que son métier en dit long sur sa personne. Et il est très imbu de lui-même. En gros c'est un mec, je sais plus où je l'avais rencontré, mais bon bref je l'ai rencontré il y a des années, en même temps que l'ex du démon, donc il y a plus de 3 ans. Hein. Je l'ai rencontré il y a des années. Franchement, oui, on a eu quelques discussions sympas, mais ça passait pas plus que ça, quoi. J'ai jamais eu de coup de cœur ni rien. Mais le mec revenait tout le temps. Je crois que je suis jamais revenue vers lui, mais il est revenu vers moi, mais un nombre incommensurable de fois. Genre au moins 4 ou 5 fois il est revenu, pour m'écrire. Pour des raisons purement peu religieuses, si j'ose dire. Pour des raisons peu louables, si vous voulez ce que je veux dire. Toujours revenu, mais chaque année, hein. Chaque année il m'a fait le coup, il est revenu. Voilà, chaque année, une fois par an, j'ai des nouvelles de ce type. Il revient pour me proposer de me voir, en me disant qu'il aime bien me parler, qu'il aime bien ma discussion, qu'on s'entend bien, ouin. Chaque année il me fait le même cirque. Franchement j'aurais dû screener les messages et les mettre avec l'année, parce que vraiment tous les ans, une fois par an, le même cirque. À chaque année je disais oui parce que je me disais quand même, c'est quand même un mec qui a des qualités, bon il est bosseur, il est sportif, voilà, il a certaines qualités mais surtout très imbu de lui-même. Rien que vous avez vu les messages sur Instagram, vous avez pété les plombs, vous m'avez dit c'est quoi ce bougre? Et bah c'est la question que je me pose aussi. Il a vraiment ce défaut quoi. Oh, en plus il est extrêmement orgueilleux, il est vraiment détestable. Pour le coup je pense que c'est l'ex que je regrette le plus d'avoir fréquenté. Je pense que je regrette presque aucun de mes ex, parce que voilà, ils m'ont tous apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais lui, c'est l'ex que je regrette le plus d'avoir fréquenté. Il est vraiment, mais il est insupportable. Vraiment, plus j'y repense, il est insupportable. Mais bref, je le revoyais chaque année parce qu'à chaque fois il me faisait la sérénade et tout, et je me disais bon, c'est vrai qu'on discutait un peu, que c'était sympa à certains égards, etc. Juste après ma rupture, où je mettais des stories tous les jours en chouinant, j'étais au bout de ma vie, je faisais des vidéos rupture toutes les 5 secondes, vraiment ma vie tournait autour du deuil, de la rupture, etc. Le mec est revenu, donc ça date d'il y a 2 ans, hein. On se date, je mets ma meilleure robe, etc. Tu vois, je me dis en fait, le mec revient encore, c'est vraiment qu'il veut quelque chose de sérieux, mais d'ailleurs j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Hein. Ouais, vraiment, je me dis, le mec revient une énième fois, c'est vraiment qu'il a compris qu'il a envie de construire, en tout cas de me fréquenter sur le long terme et d'avoir une relation sympa. Genre je ne demandais pas plus que ça quoi, mais une relation un peu sympa et valorisante pour moi. En tout cas autre chose que me dénigrer, ce qu'il faisait tout le temps. Mais je pense qu'il s'en rend même pas compte hein, qu'il est dénigrant. Je pense qu'il s'en rend vraiment même pas compte, tu vois, tellement il est imbu de sa personne. Et il manque cruellement d'intelligence. Vous allez dire je suis méchante, mais vraiment, croyez-moi. Je n'ai jamais dénigré un ex comme ça sur YouTube. Genre l'ex du démon, j'ai chouiné pour lui et tout ce qu'on veut, mais jamais je l'ai dénigré comme ça parce que juste je le respecte un minimum, je l'ai aimé de tout mon être, etc. Il a des qualités certaines. L'ex en cabinet de conseil, vraiment, il a rien pour lui. Genre vraiment, je vous le dis, il a rien pour lui. Et donc il me date, donc je suis en rupture, je suis au bout de ma vie, je fais que pleurer, etc. Je me dis bon Laura, let's go, tu vois, ça va te changer les idées. Le mec il revient une énième fois, il doit t'apprécier, etc. Et en fait, pas du tout. Juste on était parti boire un verre, il m'invite chez lui pour visiter son nouvel appartement qu'il vient d'acheter dans le 9e, ouin, avec l'héritage de je sais pas qui. Donc je visite et je me dis bon bah écoute, je vais y aller. Et là, il commence à s'énerver
s'énerver, vraiment il commence à s'énerver en mode je comprends pas, pourquoi t'es venu chez moi, pourquoi tu restes pas alors, genre vraiment il commence à s'énerver de pourquoi j'ai pas envie de passer la soirée avec lui et d'aller plus loin. J'étais en rupture tu vois, genre c'était extrêmement clair que j'allais boire un verre avec toi mais que j'allais rentrer chez moi. Genre déjà il commence à faire un caca nerveux et donc vraiment là je me suis dit mais on est chez les fous. Mais bon, j'étais tellement en rupture et j'étais tellement dévastée que sur le coup je me suis dit bon, je comprends le pauvre, il est frustré, que sais-je, etc. Donc je suis un peu choquée mais j'étais tellement au bout de ma vie, je me considérais tellement comme la dernière des merdes que je tolère, je dis rien. On discute un peu et je sais plus exactement ce qui se passe, je me souviens plus de tous les tenants et les aboutissants, mais on discute un peu. Je lui dis ah oui, en fait j'étais traumatisée que mon ex n'ait pas voulu sortir avec moi, l'ex du démon, et donc je lui dis mais en fait moi je ne fréquente aucun homme qui ne veut pas sortir avec moi. Genre je lui dis clairement, soit tu veux sortir avec moi et dans ce cas-là on pourra voir, soit t'as pas envie de sortir avec moi et dans ce cas-là tu ne me verras jamais chez toi. Et là le mec me sort mot pour mot, j'en ai déjà fait une vidéo, hein, désolé pour ceux qui étaient déjà là, hein. Le mec me sort mot pour mot, je suis quelqu'un de très exigeant, je ne vais pas sortir avec toi, mot pour mot. Non mais vraiment ça m'a fait péter les plombs. Dites-vous j'étais en rupture, mon ex était en train de se mettre en couple avec une autre. Pendant 1 an et demi il avait pas voulu sortir avec moi. Je me considérais comme la plus grosse des merdes du monde, vraiment j'étais archi déprimée, je pleurais tout le temps, vraiment j'avais des envies de mourir etc et tout. Je me détestais, je détestais la vie, vraiment j'étais au bout de ma vie. Et le mec vraiment il arrive et il vient pour m'achever. Il est venu pour m'achever, il est vraiment venu pour me mettre à terre. Le mec il me sort mot pour mot, je suis quelqu'un de très exigeant, je ne vais pas sortir avec toi. Je crois que je pète un câble et j'arrête de le calculer et on se reparle plus. Et 1 an plus tard, encore une fois, il revient. Donc là, c'était la 3e ou 4e fois qu'il revenait, je ne sais pas. Je vais pas compter exactement, mais 1 an plus tard, il revient encore. Ah, c'était au moment où ma chef d'établissement dans l'ancien établissement m'avait mis la misère. C'était vraiment le moment où on menaçait de me virer de l'éducation nationale à cause de ma chaîne YouTube. Et le mec profite de ce moment, vraiment le petit vicieux. Hein. Il profite de ce moment pour revenir. Donc à un moment, j'étais encore archi faible, archi, comment dire, j'étais très vulnérable. En fait, il a profité toujours de mes moments de vulnérabilité. Juste après ma rupture, quand j'ai eu mes galères avec l'éducation nationale et la chef d'établissement, il est revenu pile à ce moment-là, toujours la même période, hein, c'est toujours dans l'été, printemps-été, etc. Il revient, il me dit oh j'aimerais bien qu'on se revoie, je suis vraiment désolée pour toi, je veux être là pour toi, etc. Viens on passe la soirée ensemble, etc. Ce qu'on fait, il est à peu près correct, on se revoit une autre fois, et là je lui demande des explications sur cette fameuse phrase je suis quelqu'un de très exigeant, je n'ai pas envie de sortir avec toi. Il m'explique. Bah en fait, tu vois, je pourrais pas te présenter à mes parents, je pense que j'aurais honte, et puis tu vois, moi je suis propriétaire d'un appartement et pas toi. Enfin, moi je gagne ma vie, toi tu la gagnes pas très bien, t'as pas de concours, t'as pas de situation, on vient pas du même milieu, etc. Vraiment le mec me sort des trucs comme ça. Le mec me sort des trucs comme ça, mot pour mot. Genre, il appuie sur le fait que j'ai pas réussi à avoir le concours, etc. Alors que le mec n'a jamais passé un seul concours dans sa vie et que la seule chose qu'il a fait c'est payer une putain d'école de commerce de merde. En plus, il a fait une école de commerce de merde. Bref, le truc où t'as pas de concours pour entrer, juste tu payes, tu vois. Et il appuie sur le fait que j'ai pas le concours, que j'ai pas d'oseille, qu'est-ce qu'il me dit, que je viens d'un milieu prolétaire, etc. Pour me dire qu'en vrai, il aurait honte de me présenter à ses parents, etc. Vraiment mot pour mot, mot pour mot. Donc là, je commence à dire, tu sais quoi, je rentre chez moi. En fait, moi, sur le coup, quand tu me dis des trucs comme ça, je dis jamais rien. Je suis en mode, je dis ok, j'écoute et je dis rien. Et là, je rentre chez moi et je prends conscience de ce qu'il m'a dit. Mais ça met plusieurs jours, hein. Je repense à ce qu'il me dit. 1 fois, 2 fois, 3 fois, là je me dis mais il a quand même osé me traiter comme ça, il a osé me parler comme ça. Donc je réfléchis et je l'envoie péter, je le bloque, je l'envoie péter. Je sais plus ce que je fais mais je crois qu'on se dispute même, hein. Même je crois il revient chez moi et je lui claque la porte au nez ou un truc comme ça, tu vois. Genre vraiment je n'ai jamais fait ça à personne d'autre. Déjà j'étais pas amoureuse de lui, tu dis à chaque fois bon Laura, pour qui tu te prends, en même temps c'est un mec, il a une situation, il a ceci, il a cela, il est sportif, il a une discussion à certains égards qui peut être intéressante, genre vraiment les Suisses à chance et tout, arrête de te prendre pour une star, nanani, vraiment je me disais des trucs comme ça. Je me suis dit bon en même temps si tu restes renfermé sur toi, tu vas jamais oublier ton ex, il faut que tu y ailles, etc. Laisse des chances, on peut tous faire des erreurs, il a pas un fond méchant, tu vois, je me disais toujours des trucs comme ça. Et vraiment il revient chez moi, là je pète un plomb, je lui claque la porte au nez de chez moi. Vraiment je n'ai jamais fait ça avec personne d'autre. Vraiment pour dire à quel point j'en pouvais plus de cette histoire. Et là je me dis plus jamais. Là vraiment, c'était il y a 1 an, c'était il y a pile 1 an, c'était l'année dernière, je me dis plus jamais Laura. Plus jamais ce mec tu le retolères dans ta vie, plus jamais tu lui réponds, plus jamais tu lui donnes l'heure, plus jamais. Mais vraiment c'est, vous voyez ce genre de parasite, c'est que ce mec il revenait chaque année, ça fait 3 ou 4 ans, je sais pas exactement mais ça doit faire 3 ans qu'il revient chaque année, littéralement. Mais 1, 2, 3, mais ça doit être la 4e année qu'il revient. Oui je pense que c'est la 4e année qu'il revient, c'est trop grave hein. Ce mec revient chaque année, je le connais depuis que j'ai 23 ans, maintenant j'en ai à 26, bientôt 27. Non mais c'est pour vous dire, et ce mec revient chaque année, et chaque année ils viennent te pourrir la vie, genre vraiment chaque année. Et il serait revenu là pour me voir et il m'aurait encore humilié en me disant des trucs horribles. Mais vraiment il n'aurait rien changé de sa démarche, mais ma main a coupé.
ma main au feu comme on dit. Donc vraiment, j'ai retenu quelque chose, c'est que les hommes reviennent toujours. Donc si vous avez vu sur Instagram, j'ai mis une capture d'écran de son message pitoyable. Alors tu m'as débloqué, je t'ai vu dans la vidéo de Jujufitcat. Et après il m'a envoyé un message en mode oui, 90% de moi pense que je devrais pas te parler au vu de notre passif, etc. Mais 10% de moi a envie de te reparler parce que j'adorais nos discussions, on a des points communs. Mais quel point commun mon chéri? Quel point commun? Genre vraiment, je n'ai aucune pitié. Je n'ai jamais allumé un mec comme ça sur YouTube, mais je n'ai aucune pitié pour ce mec. Il est d'un orgueil. Et donc, je l'ai affiché sur Instagram, enfin j'ai pas mis son nom, hein. J'ai affiché les screens sur Instagram, ça vous a fait trop rire. Et donc il m'a écrit un message là. Donc j'ai hésité à mettre un vu au début. Je me suis dit, est-ce que je mets un vu et je le bloque? Et en fait, je lui ai fait 3 vocaux, je lui ai dit, mais tu te prends pour qui? Genre, tu te prends pour qui? Tu te rappelles de ce que tu m'as dit ou pas? Genre, juste, on n'a rien en commun, arrête de me calculer, je te rebloque. Genre, vraiment, j'ai été hardcore dans les vocaux. Hein. J'ai été hardcore, et après, il a mis 10 minutes à me réécrire un pavé en me disant, non, mais je me suis excusée plein de fois, Il a même écrit, il est tellement orgueilleux qu'il m'a écrit, non, mais en fait, je voulais pas vraiment te revoir, c'était juste sa culpabilité qui me faisait revenir, etc. Je devrais vous sortir le message. Il m'a vraiment écrit, non, mais en fait, j'avais pas du tout envie de te revoir, hein, ni te pécho. C'était vraiment la culpabilité qui me faisait revenir. Mais mec, t'es pas capable d'une once de culpabilité, tu n'as pas d'âme, tu es juste un orgueilleux qui pense qu'à toi. Tout ça pour dire, les filles, j'ai 3 choses à vous dire. C'est-à-dire que le dernier contact que j'ai eu avec ce mec, je lui ai quand même claqué la porte au nez. Je n'ai pas pensé à lui une seule seconde pendant 1 an. La vérité, quand j'ai vu son nom sur mon téléphone, je me suis dit, mais what? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je n'ai pas pensé à lui pendant 1 an, pas donné l'heure, ni rien, mais rien du tout. Et le mec est revenu 1 an après. En me disant ouin. Donc premier point, ils reviennent toujours. Deuxième point, ils reviennent en chouinant. Et troisième point, en fait si tu ne bloques pas ces mecs définitivement, ils viennent te casser les couilles chaque année et t'humilier chaque année. Chaque année ils reviennent t'humilier. Chaque année. Il est rentré dans ma vie juste pour m'humilier tous les 4 matins. Et réitérer en plus. Réitérer. Et là vraiment je suis trop fière de moi parce que j'ai fait des vocaux, il m'a renvoyé un long pavé, j'ai même pas pris le temps de répondre, je lui ai lâché un vu et je l'ai bloqué. C'est sale. J'ai pris ma revanche sur la vie. J'ai pris la revanche sur toutes les fois où il est venu dans ma vie pour m'humilier. Et là je vous donne des petits exemples, mais il avait toujours les phrases, vraiment toujours les phrases pour me faire sentir comme la dernière des merdes, je vous jure. Les filles, bloquez ces mecs, en plus je suis sûre que vous les aimez même pas. Donc bref, j'ai pris ma revanche sur la vie. Je suis très contente, je suis extrêmement fière de moi de ne pas avoir relaissé l'occasion à ce mec de m'humilier une énième fois. Rendez-vous compte, depuis mes 23 ans le mec il revient chaque année pour m'humilier. Alors qu'en plus il m'aurait fait le même cirque, il m'aurait dit quoi? Il m'aurait dit non mais je vais pas me mettre en couple avec toi. Mais pas avec toi, regarde-toi là, prolétaire de merde sans concours. Oh là là. Ah, vraiment des barres. Est-ce que vous aimez bien le make-up? Regardez, j'ai mis le crayon rose que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Je vous le mettrai à l'écran. Un petit gloss, vraiment j'aime bien. Alors là je mets des paillettes, là je mets un fond marron, là je mets un fard pailleté. Un fard, mais vous savez les fards liquides, c'est trop beau d'ailleurs, j'ai bientôt pu en avoir. L'éducation nationale, payez-moi pour que je m'en rachète un fard liquide. Ou si une marque veut m'envoyer des fards liquides, franchement j'aime trop ça. Avec des paillettes, plus il y a de paillettes j'aime. Je testerai avec plaisir. Là je mets un fard à paillettes claires et là je mets du crayon rose. Moi j'aime beaucoup. Les yeux, j'aime trop maquiller les yeux, je trouve ça très sympa. Je peux pas maquiller mes lèvres parce qu'elles sont ridiculeusement petites. Donc ça c'est très chiant, mais les yeux je peux. Hello guys, tête du matin, il est 8h08, je suis arrivée depuis 6h30, j'ai fait un cauchemar. Je me souviens de 2 rêves concernant le concours, le premier c'est que je l'avais, que j'étais admissible en tout cas. Et le second là c'était cette nuit que je ne l'avais pas. J'ai rêvé que j'avais 14 à la disserte et 5 au texte, ce qui est vraiment les notes que je m'imagine. Mais du coup ce mélange me faisait dans ma tête 7,33 de moyenne, un truc comme ça. Ce qui est pas du tout bon. Mais bon, si j'ai 5 au texte, je ne serais pas admissible même avec 14. Hein. Et du coup, j'étais pas admissible et en plus mes élèves me mettaient la misère. Du coup, je me suis réveillée à 6h30 alors que je me suis endormie à 1h je crois. Bon, c'est les petits aléas de la vie. Déjà, je vais prendre un petit déj et je vais aller au sport. Je vais aller à Fitness Park pour faire un peu d'Aerox, pour m'entraîner un peu, ça va me faire du bien. D'habitude, je vais courir le matin, mais là, l'avantage, c'est que la salle le matin, il y a personne et du coup, je peux m'entraîner parce que vu qu'il faut plein de matériel spécifique pour m'entraîner à l'Aerox, c'est mieux d'y aller le matin quand la salle est vide, quoi. Sinon, tu te bats en duel avec les hommes testostéronés, là, en tout cas dans leur tête.
testostéroné qui monopolise l'entièreté de la salle en faisant des cris étranges, en étant extrêmement repoussant. Donc le mieux c'est que j'y aille ce matin. Donc là je prends un petit déj et puis je pense qu'à 10h je serai à la salle. Et voilà pour un petit Aerox. J'ai 9 copies à corriger, mes 9 dernières dissertes. Et après j'aurai plus que les explications de texte. Franchement, et normalement j'aurais corrigé toutes mes copies là à la fin des vacances. J'en avais 110 les amis. 110. J'ai pas fait semblant quand même. Hier j'ai charbonné. Je suis contente. Donc là j'ai juste à tenir le cap et à m'accrocher. Il faut que je monte cette vidéo absolument, en tout cas que je m'avance le plus possible pour pouvoir la publier dimanche ou au pire lundi. Mais lundi j'ai une journée de 8h30 de cours. J'ai jamais fait 8h30 de cours. Il semble pas que j'ai fait 8h30. 8h peut-être, mais 8h30. Je sais pas comment je vais tenir. Non, j'ai fait ce bête de cauchemar là, ça m'a traumatisé, ça m'a empêché de me rendormir. Je me suis vraiment réveillée en panique. Je crois que je vais regarder le documentaire Arte sur Suzanne Valadon, là vous me l'avez conseillé. Je vais faire ça. Trop de retard sur mes vidéos YouTube parce que j'ai regardé pendant les vacances Orgueil et Préjugés. Je sais que vous connaissez tous le film de la BBC avec Keira Knightley, d'Orgueil et Préjugés, qui est trop bien. Le film est trop bien, on est d'accord. Mais la série, vraiment la série est mieux. Et elle est en libre accès sur M6 et sur d'autres sites, etc. M6 Plus là ou M6 Replay. Et vraiment elle est géniale. Si vous n'avez pas vu la série, vous loupez quelque chose de votre vie. Alors faut juste rentrer un petit peu dedans parce qu'on est habitué au film, mais je vous jure que laissez-lui sa chance à cette série. Il y a 6 épisodes de genre 50 minutes, elle est incroyable. Moi je la juge mieux que le film, la série. C'est une série de 1995, donc en plus elle a pas encore trop vieilli, honnêtement, elle se regarde bien. Profitez-en avant qu'elle vieillisse trop. Et du coup j'ai pris du retard dans les vidéos YouTube parce que j'ai regardé ça. Je suis dans un mood un peu film documentaire en ce moment. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est grave tard. Aujourd'hui j'ai fait pas grand chose. J'ai corrigé des bacs blancs. Ça y est, il m'en reste 17 là. 17 ça fait 9 demain et 8 dimanche. Franchement ça m'a vraiment pourri mes vacances. J'avais des bacs blancs et j'avais 20 DM aussi qui me restaient de dernières vacances. Donc 20 DM qui dataient d'il y a je sais pas combien de temps. Ça m'a pourri mes vacances honnêtement. Alors je sais que en fait faut arrêter d'appeler ça des vacances parce que de facto ce n'est pas des vacances. Enfin il y a des profs pour qui c'est des vacances et ils ont énormément de chance. Mais moi, première année d'enseignement de philosophie, etc., c'est tout sauf des vacances. Enfin, si évidemment je suis trop contente parce que je dors, je mets pas de réveil, j'ai le temps d'aller m'entraîner, je peux manger, je suis fatiguée, je peux faire une sieste, etc. Donc si c'est un grand luxe. Hein. C'est un grand luxe de pouvoir travailler de chez soi. J'ai pu aller faire des activités, d'aller au musée, demain je vais au Pilates avec Mathilde. Sur Instagram j'ai reçu un message d'un, comment on appelle ça, un studio de Pilates qui nous invite au Trocadéro. Donc on va y aller, on va voir, je vous dirai, je vous filmerai, je vous dirai comment c'est. C'est du Pilates Burn, donc ça a intérêt à Burn. C'est à 9h30 au Trocadéro, mais bon bref voilà, j'ai pu faire des trucs, l'Aerox et tout. Ça c'est trop bien, ça vraiment j'ai pas à me plaindre, c'est trop bien. Mais vraiment j'ai bossé tous les jours et pas 1 ou 2 heures. J'ai vraiment bossé tous les jours, enfin les copies de bac blanc. Et là quand je pense qu'il y a un nouveau bac blanc dans 1 semaine et demie, non mais là je suis à bout, je pourrais jamais les corriger comme j'ai corrigé. Hein. J'ai obligé de corriger beaucoup plus succinctement, c'est impératif. Là j'ai corrigé toutes mes copies mais du coup je n'ai aucun cours de prêt pour la rentrée. C'est-à-dire que je me suis dit moi naïvement pour les vacances je vais préparer tous mes cours pour jusqu'à début juin, corriger toutes mes copies, je vais réviser le CAPES, etc. Et pourtant je vous jure que j'ai été grave bien pendant ces vacances, j'ai pas déprimé, j'ai pété la forme, j'ai été grave heureuse et pour le coup j'ai pas passé genre 3-4 jours à procrastiner, etc. J'ai commencé à travailler dès le lundi, j'ai vraiment été efficace. Enfin, j'ai l'impression de beaucoup travailler quand même, mine de rien, et ça a pas du tout suffi à préparer des cours et tout. Bon, l'avantage c'est que j'ai préparé une copie complète pour mes élèves.
une copie de correction complète et je vais dactylographier à un élève qui a eu 20 aussi pour leur faire 2 copies de correction. Donc ça c'est cool, je trouve ça bien de faire ça. Vraiment je vous jure que ça m'a vraiment bouffé. Mais je sais que c'est pas des vacances en fait, je sais que c'est du temps travaillé à la maison quoi. C'est pas du temps travaillé à l'école, c'est du temps travaillé à la maison. Je sais que c'est pas des vacances, mais c'est vrai que j'avais l'illusion de penser que par exemple je pourrais passer une semaine à vraiment faire que du loisir et une semaine à travailler. Mais non en fait, même là ça aurait pas été possible à moins de corriger 20 copies par jour, mais moi je fais une indigestion totale. C'est-à-dire que 20 copies je peux pas, je pars en crise. Bon, je voulais vous parler des dernières choses que j'ai lues. J'ai lu un livre de Nelly Arcan, putain. Oh putain, c'est le nom du livre, hein, c'est pas moi qui fais des insultes. Parce qu'effectivement, c'est une femme qui est une prostituée et qui raconte son expérience de prostituée, entre autres, enfin son histoire familiale et comment cela l'a conduit à la prostitution et son rapport avec les hommes avec qui elle a des rapports, justement, sexuels et monétaires. C'est très bien écrit. C'est vraiment très bien écrit. Vraiment, c'est des longues phrases un peu proustiennes avec énormément de virgules, etc. J'ai trouvé ça vraiment très bien écrit. Après, du coup c'est autobiographique, hein, elle raconte sa propre vie et la lettre est vraiment très belle. Après je trouve que même si sa manière d'écrire sur elle-même est magnifique, j'ai eu un peu tendance à m'ennuyer quand même. Alors c'est marrant parce que pourtant l'autobiographie c'est un truc qui me plaît vachement, mais j'ai eu tendance un petit peu à m'ennuyer et à trouver ça extrêmement répétitif, mais c'est parce qu'il y a un vrai effet de littéralité en fait. Il y a un vrai jeu sur la lettre, que la forme prime sur le fond dans ce livre. La forme prime vraiment et la forme est très belle, mais c'est vrai que le fond est un peu répétitif, mais par contre c'est vraiment très beau à lire. Voilà, donc j'ai eu du mal à lire et surtout, enfin j'ai eu du mal à lire, j'ai mis du temps à le lire, alors qu'il est assez court. Je vous conseille vraiment, c'est un vrai bijou de littérature pour le coup. En fait, il est dur à lire parce qu'il est vraiment sombre en fait. C'est une femme qui d'ailleurs s'est suicidée, une autrice qui s'est suicidée, en fait, déjà on est dans le milieu de la prostitution, elle analyse le rapport à ses parents qui est un rapport extrêmement morbide, honnêtement. Elle parle d'inceste, des rapports sexuels dans lesquels elle éprouve du dégoût, etc. Donc évidemment c'est assez dur à lire et elle écrit ses pensées en fait et c'est très sombre en fait. Donc c'est vrai que ça a été un peu dur à lire à des moments j'étais en mode... Tu sais, limite j'avais du mal à y retourner parce que j'étais en mode putain mais c'est sombre quand même. Je suis en train de lire Nana. Alors vraiment, Nana de Zola, donc qui est le 9e Rougon-Macquart. J'en suis à mon 3e, j'ai lu Docteur Pascal en première avec ma prof de français qui était la best, que j'ai eu 3 ans au lycée. Mes profs au lycée m'ont totalement déterminée à être la prof que je suis et même à être prof aujourd'hui. Donc c'est vrai que je parle toujours d'eux avec un soupçon d'admiration, j'espère que je pourrais faire un peu la même chose sur mes élèves. Pas un soupçon d'admiration d'ailleurs, une grande admiration presque avec un ton élogieux. Avec un ton élogieux même, arrêtons les euphémismes, avec un ton élogieux. J'ai lu le Docteur Pascal en première et j'avais trouvé ça mais tellement ingrat. Le Docteur Pascal c'est le dernier Rougon-Macquart, donc si vous connaissez pas, Zola a écrit une... je sais pas qu'on appelle ça, une fresque littéraire. Désolée, je suis pas une experte dans le vocabulaire de la littérature. Une fresque et il y a 20 romans qui retracent en fait l'histoire d'une même famille, comme l'a fait Balzac, avec la comédie humaine. Rougon-Macquart c'est le nom de la fresque, l'histoire naturelle et sociale d'une famille au Second Empire il me semble. Ça c'est le sous-titre, et le titre c'est les Rougon-Macquart, donc ça c'est le nom des 20 œuvres de la fresque. Et dedans on a donc plusieurs romans, dont le Docteur Pascal, donc que j'avais lu en première avec ma prof de français. J'ai fait une première et terminale L, hein. Mais bon ça c'était en tronc commun avec les autres. En fait j'étais dans une LES moi, j'étais dans une classe qui avait des L et des ES. Et pour les cours en tronc commun, notamment le français, et ben on est tous ensemble. Et donc c'est vrai qu'elle nous avait fait lire Docteur Pascal, bah évidemment je l'avais lu en entier. J'avais trouvé ça mais indigeste à l'époque, mais j'ai dit c'est quoi ce truc, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Et à la fois j'avais trouvé des passages super intéressants, mais à la fois en fait je sentais que ça pouvait m'intéresser. Vraiment j'avais trouvé ça beau, et l'idée de le faire une fresque avec 20 livres qui retracent l'histoire d'une famille et avec tout le contexte historique du 19e siècle, etc. J'avais quand même trouvé ça extraordinaire dans l'idée. Je savais que ça allait m'intéresser un jour, mais c'est vrai que je me trouvais trop jeune pour lire les Rougon-Macquart, genre à 16 ans en première. Enfin franchement j'avais trouvé ça indigeste, j'avais trouvé ça chiant honnêtement. On l'avait un peu étudié, mais bon je pense que la moitié, 3/4 de la classe avait totalement décroché ou ne l'avait pas lu, parce que c'est vraiment des pavés de 500 pages bourrés de descriptions, hein, c'est le naturalisme. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai été introduite au Rougon-Macquart. Après en prépa on n'a pas trop étudié ça, fréquemment on m'en a reparlé, etc. Puis voilà, je regarde plein de vidéos. Moi mes vidéos préférées c'est les gens qui font, entre autres, hein, mais qui font des vidéos comme mes 10 livres préférés du 19e siècle. D'ailleurs j'ai vu une vidéo d'une fille qui était trop bien récemment, des spécialistes d'ailleurs du 19e siècle ou un truc comme ça, et a présenté ses 10 ou 20 livres préférés. Je vous mettrai à l'écran. Mais moi les gens qui font des vidéos mes livres préférés, faut que ce soit évidemment des classiques, sinon je vais pas lire. Pas que je sois classiste, ou peut-être, mais c'est vrai que j'aime lire de la littérature classique. Là pour moi lire Nelly Arcan c'est presque, j'ai envie de dire, marginal quoi. Alors que bon, elle est totalement entrée dans la culture classique, mais je lis vraiment des œuvres qui sont entrées dans la tradition littéraire et qui font partie vraiment du patrimoine depuis des siècles, etc. Enfin bref. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que peut-être je suis classiste, je ne sais pas. Parce que j'ai envie d'améliorer ma culture générale et c'est vrai que quand je lis un classique, je sais, je vais en retirer quelque chose en fait.
C'est une lecture que je vais pouvoir pragmatiquement utiliser soit pour me la péter et faire genre que je suis grave intelligente, soit pour la réutiliser dans des copies de CAPES, bien sûr. Ou en cours, hein, aussi en cours. Donc j'avais vu plusieurs vidéos comme ça où des individus, des youtubeurs parlaient des Rougon-Macquart, etc. Et donc ça me donnait trop envie de relire. Et c'est vrai que le temps passant, j'ai commencé à vraiment apprécier l'écriture de Zola, l'écriture naturaliste, les grandes descriptions. Je sais pas, j'ai l'impression d'être plongée dans une espèce de peinture ou dans une espèce de scène de vie où chaque détail est présenté de manière extrêmement minutieuse, etc. Donc j'aime bien. J'ai l'impression de me retrouver dans un grand tableau quand je lis Zola. C'était pas du tout le cas en première. Hein. D'ailleurs, si vous êtes jeune et que vous aimez pas certains auteurs, attendez un peu, vous allez probablement changer d'avis. Il faut une certaine maturité pour lire ce genre de truc, honnêtement. Il y a des âges, on va dire. Et donc j'ai lu Le Bonheur des Dames l'été dernier, je me rappelle très bien, j'avais adoré Le Bonheur des Dames et je l'ai même fait étudier à une classe de seconde, enfin fait étudier c'est un bien grand mot, hein. Parce que faire étudier un roman de 500 pages à des secondes, bon, quand on dit qu'on fait étudier, c'est on présente les grandes lignes, mais en tout cas je l'ai travaillé avec des secondes en début d'année là, en français, et j'avais adoré Le Bonheur des Dames. Alors Denise et Octave Mouret m'ont fait passer des grands moments, et là du coup je me plonge dans Nana et j'adore, genre vraiment j'adore, genre vraiment ça me prend. J'espère que je vais réussir à le continuer de lire. Je voulais pas me lancer dans un aussi gros roman parce que le truc c'est que quand je suis dans des périodes de cours, je lis de la philo dans le RER, quand je rentre chez moi je suis tellement éclatée que j'ai du mal à lire et ça me saoule de laisser 2-3 jours sans lire mon livre. Ça me casse en fait dans la dynamique. Donc j'espère de tout mon cœur que je vais me tenir même à lire 15 pages par jour pour le finir, ça prendra le temps que ça prendra. C'est pour ça que je me réserve Les Misérables pour cet été parce que je déteste être coupée dans ma lecture. Et d'ailleurs ça me fait trop rire parce que l'année dernière à peu près à la même période, je lisais Anna Karénine. Je m'en rappelle très bien. Dans mon ancien établissement, je me ramenais avec Anna Karénine et je l'ai lu en entier. J'ai lu en entier Anna Karénine. J'ai été vraiment très fière de moi parce que c'était une des premières fois que je lisais un aussi gros roman. Anna Karénine qui est magnifique. Si vous voulez vous initier à Anna Karénine en regardant un film, parce que le roman fait genre, je sais pas, 1500 pages ou peut-être un peu moins, mais bref, c'est un gros pavé. Vous pouvez voir le film sur Netflix avec Keira Knightley, mon actrice préférée, qui est un film absolument magnifique. Et il est dispo sur Netflix, c'est moi, j'ai regardé le film, et après, j'ai tellement aimé le film que j'ai été lire le livre. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Donc là je lis Nana et j'adore. Alors vraiment j'ai entendu des avis divergents. Il y en a qui m'ont dit que c'était leur livre préféré et il y en a qui m'ont dit qu'ils détestaient, que c'est le pire Rougon-Macquart. Donc écoutez, moi ce que j'aimerais bien voir, est-ce qu'il y a des tableaux qui représentent Nana? J'aurais trop aimé qu'il y ait un film, je sais pas, sur cette femme. En tout cas c'est une œuvre, enfin je suis au début mais c'est une œuvre vraiment aux prémices du féminisme. J'ai pas assez travaillé, je vais aller prendre une douche et je vais monter ma vidéo, celle que vous voyez. Vraiment j'ai trop de travail là, les copies, la vidéo, les cours. Je vais prendre vraiment la rentrée alors qu'il faut que je prenne ça chill, il va faire beau, personne va mourir, on se détend, tout va bien se passer. En fait je voulais vous raconter l'histoire de comment j'ai eu cette caméra. Vous êtes curieux, je vous avais dit qu'on m'avait offert cette caméra et je ne pouvais pas vous dire ce qui. Alors en fait ce n'est pas vrai, on me l'a pas offert la caméra, mais je ne pouvais pas vous dire la raison, enfin je ne pouvais pas vous dire comment je l'ai eu, parce que tout simplement j'ai voulu l'acheter sur la Fnac. C'est une caméra qui fait une qualité de zinzin mental. Alors là j'ai peut-être pas les bons éclairages et tout, mais il y a vraiment une super qualité et je voulais vraiment une caméra avec une belle qualité. Voilà, je voulais me faire un petit plaisir pour YouTube, quitte à passer des heures à monter des vidéos, je voulais vraiment une caméra flatteuse. Et donc j'ai regardé sur la Fnac et il y avait une espèce d'offre pour une caméra, celle-là. Je sais plus à combien elle était. C'est la Sony, je vous mettrai à l'écran laquelle c'est. Ça doit être marqué là. J'arrive pas à la lire. Bon c'est une caméra Sony, je vous mettrai précisément à l'écran laquelle c'est, parce qu'elle est vraiment trop bien. Et en fait j'avais demandé à la payer genre en 10 fois ou un truc comme ça sur le site. Et ils m'ont refusé le paiement en plusieurs fois, mais ils m'ont quand même envoyé la caméra. Donc en fait j'ai passé plusieurs mois à penser que j'avais la caméra gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait ils nous ont lancé l'exportation et la caméra est arrivée alors qu'ils m'avaient refusé le paiement en plusieurs fois et que du coup ils m'avaient pas prélevé la somme, qui est une somme très onéreuse. Sauf que voilà, quelques mois plus tard finalement ils m'ont rattrapé et comme je n'ai pas trop de chance avec l'argent, et bien je paye cette caméra. Donc on me l'a pas offert, mais je pouvais pas vous dire oh j'ai escroqué la Fnac. Non, en plus j'ai même pas escroqué, mais trouvé un hack sur le site de la Fnac pour avoir une caméra gratuite, parce que là je me serais fait menotter et envoyer à la police. J'aurais fait un petit séjour en garde à vue. Donc voilà, en fait on m'a pas offert la caméra, je n'ai pas de bienfaiteur, je n'ai pas de mécène, je n'ai pas de sugar daddy ni quoi que ce soit, ni d'homme qui me fait des cadeaux. Croire que la Fnac allait me faire ce cadeau, mais c'est pas grave. On n'est plus à ça près, hein. Je suis assez le chien du capitalisme pour continuer de l'être. Son premier enfant, qu'on choisit sa profession. Et puis un jour, on sait et on comprend beaucoup de choses. Mais il est trop tard.
Mathilde, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite séance de pilates? J'ai adoré, j'ai été agréablement surprise, sachant que je m'attendais pas à grand chose, j'ai peut-être même un peu dénigré le pilate. Et enfin là c'était un pilate burn. Ouais, c'était pilate burn, Donc ouais. ça a envoyé, et en plus on a eu le privilège après de faire une séance de Vélo. Ouais, Vélo burn. Vélo burn, voilà. Vélo burn sous 50 degrés. Ah ouais. Ouais, les 2 séances étaient sous plus de 50 degrés et bah, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose, effectivement. Mathilde me disait à l'instant, que je recontextualise, tu es une passionnée de connaissances et spécifiquement d'SES et de philosophie. Donc tu as eu 18 au bac de philo et ta DED, t'as fait une prépa comme moi, etc. Enfin bref. Prépa littéraire, mais moi c'était une BL, donc j'avais en plus éco, sociaux, géographie et maths. J'avais les maths. Alors moi J'adore les maths. j'ai fait une AL, donc bref, on est sur deux passionnés, deux gros fronts. De tarés, ouais. Deux gros fronts pour de gros cerveaux. 33 km là. Mais tu sais que je me dis que c'est pas du tout la coupe qui me met à mon avantage vu le front Oui, que j'ai. mais moi à chaque fois, alors je me fais une frange, le problème de la frange c'est qu'au bout de 3 minutes tu dois retourner chez le coiffeur Ouais. et 3/4 des coiffeurs les coupent trop mal. Genre tu leur demandes une longue frange, ils te font un truc qui arrive là. Et vraiment t'as envie de vriller genre. Moi je la coupais moi-même à un moment là. Et t'y arrivais bien parce que moi je le coupe une fois moi-même, après c'est n'importe quoi. Une fois sur 2, c'est un bon ratio. Et donc Mathilde me disait oui, à l'époque je jugeais trop les profs de philo qui finissaient pas le programme. Et elle a fait son beurre un peu là-dessus parce que t'as vendu un pack philo. Sur TikTok, en fait, je partage du contenu gratuitement, du contenu de philosophie pour aider les lycéens à réviser. Et en fait, dans l'un des TikTok, sachant que TikTok a un biais négatif, qui met plus en avant les contenus très punchy, je disais, non mais puisque la quasi-totalité des profs est incapable de finir le programme de philo en une année, et ben achetez mon pack philo, il est fait justement pour pouvoir réviser efficacement, de manière très pragmatique. Et en fait, depuis que je connais Laura, je suis beaucoup plus indulgente et compréhensive, et je comprends pourquoi en une année tu peux pas faire les 17 notions. Mais donc mon pack est d'autant plus légitime. Mais en fait, c'est là que je pense que les deux approches sont complémentaires en fait. L'approche du professeur qui va te corriger, t'inculquer une méthode, te donner les fondamentaux, et l'approche de personnes qui vont compléter ce savoir avec des références, de la culture, etc. Mais c'est deux approches complémentaires. Ce que tu fais en classe, moi, mon pack ne le retranscrit pas. Par contre, il apporte les connaissances, c'est-à-dire la base de connaissances par notion, et faire le lien entre les notions qui est nécessaire pour affronter n'importe quelle dissertation. Voilà. Par contre, oui, la méthodologie, tout ça, moi, je peux pas le partager comme tu le fais en classe. Nous, on dit dire que les profs ont à donner l'impulsion de l'amour de la philo. En tout cas l'envie et la contrainte aussi, et toi tu vas parachever le travail. Mais d'ailleurs je vous mettrai le lien du kit philo de Mathilde, chère terminale, parce que si comme moi vos profs n'ont pas réussi à terminer le programme, et c'est pas pour autant que ce sont des mauvais profs, ça ne veut strictement rien dire, vous pouvez travailler, parachever le travail en des kits philo, que sais-je. Alors un pack philo, c'est 15 minutes par notion, donc une vidéo de 15 minutes par notion. Est-ce que ça va être dur pour vous, chers élèves, 15 minutes? Est-ce que vous allez réussir à rester concentré? Vous allez mettre en x2? Peut-être. Mais voilà, l'objet est vraiment qu'en 15 minutes, il y ait les connaissances suffisantes, nécessaires pour maîtriser une notion. Nécessaire et pas contingente. Les repères. Les repères. Ouais. Donc voilà, je vous mets le lien de pack de Mathilde, et avec nos deux grands fronts, vous allez pouvoir exceller au bac de philo.